Vous le savez, la Guinée a interdit aux non-professionnels la vente des produits pharmaceutiques. L'information n'est pas nouvelle. La décision fait ses effets. Les boutiques ont fermé et les commerçants, longtemps pointés du doigt, agissent désormais en clandestinité. Nous en parlions tantôt. La crise des médicaments demeure par ailleurs. Les produits ne sont pas accessibles dans les zones rurales. La pharmacie centrale de Guinée tente de jouer un rôle de premier plan en approvisionnant les structures sanitaires du pays. Comment s'organise-t-elle? Nous posons cette question. Bien évidemment, nous en parlons ce matin avec Dr Labila Sagno. Il est le directeur général de la pharmacie centrale de Guinée. Il est notre invité ce matin. Il est déjà bien installé en studio. Bonjour docteur, bienvenue. Madame Yellow. Pourquoi je l'appelle docteur? Parce qu'on parlait d'un docteur tout à l'heure. Oui. Ouais. Bonjour directeur. Bonjour Madame Yellow. Bienvenue. Allez-y Mohamed Mara. Justement, c'est aussi un docteur. C'est aussi un Vous êtes docteur? En pharmacie. Voilà. En pharmacie. Voilà. Donc j'ai raison. Alors, docteur, bienvenue dans cette émission. Alors, tout le monde parle aujourd'hui de lutte contre les médicaments. Alors, on va lever l'équivoque. Parce qu'on dit tout le temps, s'il y a autant de médicaments illicites sur le marché, que ce soit des médicaments contrefaits, périmés, tout ce que vous voulez, c'est parce que la pharmacie centrale ne jouerait pas son rôle. Pour commencer, c'est quoi exactement la pharmacie centrale de Guinée et c'est quoi vos missions? Alors, merci. Je voudrais profiter de votre antenne, vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez ce matin pour parler justement de la pharmacie centrale de Guinée. Et je profite également pour dire bonjour à toute l'équipe de Espace FM. Bonjour également à vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Et permettez-moi aussi de remercier le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, le premier ministre, le docteur Bernard Goumou, tout le gouvernement sur le leadership et la clairvoyance donc de monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Pété Diallo, et qui m'ont fait confiance et m'ont mis à la tête, n'est-ce pas, de cette grande direction qui a un rôle central, n'est-ce pas, dans la gestion des produits pharmaceutiques. Alors, pour revenir un peu à votre question, je voudrais d'abord situer le contexte historique de la pharmacie centrale de Guinée. Comme vous le savez, le terme de l'an 65 de notre anniversaire était de s'inspirer donc du passé pour construire le futur ensemble. Donc, nous avons le devoir de parler du passé. Alors, il faut dire que la pharmacie centrale de Guinée est créée sur les centres de Pharmapro depuis 1939, qui était une filiale, n'est-ce pas, de l'AOF et dirigée par l'administration coloniale à l'époque, qui avait pour mission donc de faire des préparations galéniques et de rendre disponible sur toute l'étendue du territoire. Alors, après, il y a eu une mutation qui a donné naissance à la Pharma-Guinée. Pharma-Guinée en 1960, qui était une entreprise nationale et avec pour mission donc et le monopole de tout ce qui est importation et distribution de produits de santé sur toute l'étendue du territoire national, avec un statut d'établissement public à caractère administratif. Ça, c'est intéressant, vous dites bien monopole de l'importation et de distribution des produits de santé sur toute l'étendue à sa création. À l'époque. Okay. Alors, le statut a évolué donc avec, à la faveur donc de la réforme dans le cadre du projet de réhabilitation du secteur pharmaceutique et de la restructuration. Alors, le statut a changé en statut EPIC, c'est-à-dire que la pharmacie centrale de Guinée a eu le statut EPIC. Entendez par EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, et donc qui a donné une certaine autonomie à la centrale. Alors, donc, cette situation également va évoluer
pour que la pharmacie centrale de Guinée ait une autonomie entière, il y aura la nécessité donc d'évoluer en société anonyme. Donc, depuis le 11 juin 2020, la pharmacie centrale de Guinée est passée du statut d'EPIC en société anonyme. Donc, et qui sont les actionnaires? Pourquoi? Donc, l'État... Quelle était la nécessité de passer d'EPIC En société à SA? Oui, il y avait une nécessité parce que ça nous a permis d'avoir un capital et également que l'État soit actionnaire unique à 100%. Ça nous a donné une autonomie financière sur certaines activités, mais également ça a permis à la centrale d'exercer certaines prestations. Parce que c'était déjà le cas, non, lorsque vous étiez... Non, au fait, avec le statut EPIC, on n'avait pas le capital, cette autonomie surtout financière. Ok. Et Alors, vous n'aviez pas... l'État donc, pour aider sa centrale, a décidé d'ériger en société anonyme pour vraiment donner beaucoup plus d'autonomie et l'accompagner. Est-ce que c'est parce que aussi, j'imagine, parce que l'État n'est plus le seul importateur, il n'y a plus de monopole, par exemple sur l'importation des médicaments. D'où peut-être aussi, est-ce que ça explique aussi pourquoi l'État a voulu en faire carrément une entreprise, une société commerciale à part entière, pour qu'elle aille aussi concourir avec les autres? Justement, donc avec le statut de société anonyme, ça nous ouvrait aussi les portes vers les banques primaires. Ok. Alors c'était aussi ça, au fait. Donc nous avons, avec le statut de société anonyme, nous avons la possibilité d'aller vers les banques primaires pour se faire accompagner. D'accord. Une question, c'est vrai que votre mission, c'est la mission, surtout, on vous posait la question, est-ce que vous pourriez vous expliquer un peu? C'est vrai que de façon générale, c'est l'approvisionnement en produits de santé de qualité, les structures sanitaires et certaines ONG, les universités, mais clairement, c'est quoi votre mission concrètement? Ok, pour revenir un peu... Donc, cette question, elle est importante parce que dans ma tête, et j'imagine dans la tête de beaucoup de gens, vous êtes chargé d'approvisionner en médicaments partout où le besoin se fait ressentir en Guinée. Est-ce que c'est le cas où, comme il le dit, c'est uniquement au niveau des structures de santé publique, par exemple? Exactement, c'est où, voilà, c'est quoi votre mission et c'est où votre champ d'action, exactement? D'accord, merci. Donc, pour revenir un peu à la mission de la pharmacie centrale de Guinée, et je disais, à l'issue donc de ce changement statutaire, la pharmacie centrale de Guinée a eu comme mission, n'est-ce pas, une mission de santé publique et de services publics. Ouais. Elle a en charge donc d'acheter tout ce qui est au compte de l'État en matière de produits de santé. Et les volets de sa mission, vous avez la production, c'est-à-dire que désormais la centrale d'achat peut produire, la centrale d'achat peut acheter à l'international et au niveau national. La centrale d'achat a vocation de stocker, de distribuer et de vendre sur toute l'étendue du territoire. Maintenant, il faut signifier que le rôle régalien de la centrale est d'approvisionner de façon régulière toutes les formations sanitaires publiques du pays en produits de qualité à moindre coût. Et après, bien entendu, il faut élargir aux structures privées. À moindre coût, ça veut dire que les hôpitaux publics doivent acheter les produits avec vous, c'est cela? Oui. Alors quand vous dites élargir aux structures privées, ça veut donc dire que ce n'est pas seulement les structures publiques, les établissements publics qui reçoivent les produits de la pharmacie centrale, mais comment vous opérez alors concrètement sur le terrain, notamment d'abord avec les structures de santé publique. Quand on parle d'approvisionnement, c'est du commerce que vous faites avec ces structures sanitaires, c'est-à-dire ce contre-paiement, et puis avec les structures privées, est-ce que c'est différent? D'accord. Alors, donc, je vais revenir sur cette question, mais il faut dire que dès qu'on a changé de statut, alors l'État a décidé, avec la pharmacie centrale de Guinée, faire un contrat programme. Un contrat programme sur 5 ans, depuis 2021. Contrat programme dans lequel l'État et la PCC s'engagent. Alors, l'État s'est engagé donc
à libérer la totalité du capital de la pharmacie centrale de Guinée, mais également faire en sorte que toutes les formations sanitaires du pays puissent s'approvisionner au niveau de la centrale. Ce n'est pas encore le cas. Permettez-moi de vous interrompre à ce niveau-là. D'abord, je reviens, je finis. Ok, ce capital est de combien? Je reviens. Alors, donc, l'État a aussi décidé que ce soit sa centrale d'achat qui procède, n'est-ce pas, à l'acquisition de tout ce qui est importé dans le pays en termes de produits de santé. C'est-à-dire qu'aucun produit ne doit être acheté par un autre fournisseur si ce n'est pas la centrale d'achat, surtout quand c'est au compte de l'État. Alors, ceci dit, la pharmacie centrale de Guinée aussi s'est engagée à faire de telle sorte que les produits soient disponibles de qualité sur toute l'étendue du territoire national. Alors, c'est ce contrat programme donc qui, depuis 2021, nous avons demandé que sa mise en œuvre soit effective. C'est-à-dire que désormais, que ça soit... C'est pas le cas. C'est pas le cas. On le sait. On le sait. L'État continue. La question de Jacques n'a pas été répondue. Justement. Oui. Le privé. D'abord le privé, ensuite c'est d'abord le privé, pardon, le public, ensuite le privé, ou c'est le tout à la fois. Comment ça se passe? Et est-ce que vous vendez? En fait, je vais un peu parler de cette structure, cette chaîne d'approvisionnement. Alors, j'ai dit tantôt, la cible primaire, c'est les formations sanitaires publiques du pays. Alors, quand on a engagé la lutte contre le marché parallèle des faux médicaments et les cliniques clandestines, il fallait donc élargir la clientèle au niveau des privés. Dans tous les cas, nous avons le bénéficiaire commun qui est la population. Donc, on s'est dit, pour des questions d'accessibilité, il fallait donc élargir l'approvisionnement au niveau donc des structures privées. Mais, alors, pour peut-être être un peu pointu par rapport à cette question, c'est à titre commercial. C'est à titre commercial. Nous vendons ces produits à ces structures, mais à moindre coût. Mais est-ce que le prix il est le même, c'est-à-dire le prix auquel vous cédez aux structures publiques, c'est au même prix que vous cédez aux pharmacies privées? Bien entendu. Au fait, nous, on s'est inscrit dans l'approvisionnement des médicaments essentiels génériques. C'est très important de mettre un accent sur ce point parce que les gens ils font de l'amalgame autour de ça. La centrale d'achat a pour vocation de rendre disponibles les médicaments essentiels génériques. Et il y a une liste pour ça. Et il y a une liste nationale de médicaments essentiels qu'on a utilisé, qu'on s'est inspiré. Et On parle de 260 ou un peu plus justement, de références. Je voudrais revenir un peu sur cette liste nationale de médicaments essentiels. Quand nous avons pris la reine de la direction, on a fait l'analyse situationnelle. Il fallait rapidement ressortir les problèmes et les besoins prioritaires de l'entreprise. Alors, de cette analyse, il est ressorti carrément la problématique de disponibilité et d'accessibilité des médicaments. Parce qu'il faut faire un peu la différence entre disponibilité et accessibilité. Disponibilité, le médicament est là, mais en termes d'accessibilité, il faut parler d'accessibilité géographique. Est-ce que le produit est partout? Il faut parler d'accessibilité financière. Est-ce que le produit à Yomou là-bas est accessible financièrement? Donc nous, on s'est attelé à ça. Et on s'est fixé des objectifs vraiment smart. Des objectifs, bien évidemment, dont on va parler, Dr Labila Sagno, directeur général de la pharmacie centrale de Guinée. Nous continuerons le débat avec lui, bien évidemment. Est-ce qu'il vous a convaincu? Vous le savez, vous pouvez continuer à interagir au sujet ici développé en nous écrivant au 657 39 13 13 ou sur X en envoyant, bien évidemment, vos réactions. Nous les prendrons en compte dans la troisième partie de l'émission. Bienvenue, si c'est maintenant que vous nous prenez en marche. Radio Espace Mamou, un peu plus loin, du côté de la forêt. Vous nous écoutez sur Radio Espace Forêt et à Kankan, dans le Nabaya. Vous nous écoutez sur Radio Espace Kankan. Dans les contreforts du Fouta Jalon, vous nous écoutez sur Radio Espace Labé, bien évidemment. Du côté du Kania, vous nous écoutez sur Radio Espace Kindia. Et à Boké, vous nous écoutez sur Radio Espace Kakandé. Merci de votre fidélité.
La Guinée a interdit donc aux non-professionnels la vente des produits pharmaceutiques. La décision fait ses effets. Les boutiques ont fermé et les commerçants longtemps pointés du doigt agissent désormais en clandestinité. La crise des médicaments demeure par ailleurs. Les produits ne sont pas donc accessibles dans les zones rurales. La pharmacie centrale de Guinée tente de jouer un rôle de premier plan en approvisionnant les structures sanitaires du pays. Comment s'organise-t-elle? Nous posons la question à son directeur général. Il s'agit du docteur Labila Sagno. Il est notre invité ce matin. On continue le débat ici en studio. Il y a une question qui était posée et sur les médicaments essentiels. Vous disiez avoir fait un diagnostic sur le terrain. Et le diagnostic a révélé quoi et quelle réponse avez-vous envisagé? Ok, merci bien, M. Jacques Leroy. Il faut dire qu'après le diagnostic, il s'est révélé qu'on avait sur le marché guinéen plus de 5000 références de médicaments, alors que l'OMS recommande 350 références. Wow. Alors, cette gamme élargie de médicaments, aucune centrale d'achat au monde ne peut se permettre de se valoir approvisionner, n'est-ce pas, cette gamme. Donc nous avons fait un travail qui consistait à revoir la liste nationale des médicaments essentiels et sortir ce qu'on appelait la liste des produits stratégiques. C'est-à-dire quels sont les produits prioritaires et par niveau sanitaire qu'il faut rendre disponibles. Donc, il y a eu un atelier de quelques jours qui a connu la participation de toutes les parties prenantes, les praticiens, les partenaires, pour vraiment sortir une liste consensuelle sur laquelle la centrale d'achat va s'aligner. Donc, de plus de 5000 références, nous sommes revenus à 300 et quelques références qui sont des médicaments essentiels et qui ne doivent pas manquer vraiment dans nos structures sanitaires du pays. Donc après... Est-ce que c'est les médicaments qui peuvent soigner toutes les pathologies qui sont fréquentes dans nos préfectures, qui sont amenées dans nos structures sanitaires, ou alors on dit c'est ce qu'on peut avoir? Parce que la question de Jacques est d'autant plus intéressante que même si vous nous dites que la recommandation internationale est de 350 références selon l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que ce critère a été étudié et basé sur le cas particulier guinéen? Parce qu'il y a des pathologies qui existent ici, qui n'existent plus ailleurs. Donc l'alignement mondial n'est pas possible. Oui, justement, je disais tantôt, à cet atelier, on a invité tous les praticiens, les médecins, les infirmiers, tout le monde, pour passer en revue cette liste-là. C'est sur la base donc de cette analyse qu'on a retenu la liste des 301 médicaments qui sont censés prendre en charge les problèmes prioritaires de nos compatriotes en termes de traitement. Quand vous dites les problèmes prioritaires, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Vous voulez désigner là les pathologies ou les pathologies prioritaires? Comment classifiez-vous les pathologies prioritaires selon la priorité selon vous? Voilà, au fait, aujourd'hui, quand nous prenons un peu les maladies qui sont en train aujourd'hui de truquer, le paludisme par exemple est en première ligne. Donc il fallait travailler de telle sorte que ces maladies-là, que la prise en charge vraiment soit effective à partir des médicaments que la centrale allait vraiment se positionner pour un approvisionnement continu. Donc lorsque nous avons ressorti cette liste qualitative, il fallait passer à la quantification, c'est-à-dire ressortir un besoin national au niveau du pays. Alors, ce besoin les besoins ont été quantifiés et nous avons ressorti la quantité de médicaments sur toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire le besoin national, échelonné pendant au moins 3 ans. Donc, un plan d'approvisionnement a été mis en place. Quelles sont les statistiques en termes de besoins? Bon, comme je le disais tantôt, au niveau de chaque médicament, par exemple, je vous donne un exemple, le paracétamol 500
et quand on a fini la quantification, combien de paracétamol 500 il faut pour tout le pays? C'est ça, au fait, le besoin national dont je parle. Donc, on a fait ce travail-là pour chaque molécule et après, on a mis en place un plan d'approvisionnement pour pouvoir approvisionner le pays par rapport à cette liste de médicaments prioritaires. C'est ce qui fut fait. L'autre étape, il fallait donc trouver des fabricants, des fournisseurs qui allaient nous donner ces produits en tenant compte de la qualité et du prix. Donc, nous avons fait un appel d'offres, si vous permettez. On a fait un appel d'offres ouvert à l'international pour recueillir le maximum de fournisseurs et de fabricants pour pouvoir nous approvisionner sur la base de cette liste-là. Et par la suite, nous avons placé nos commandes en échelonnant pour que nous ayons un approvisionnement continu. Vous savez, le circuit du médicament est cyclique, au fait. Donc, nous avons travaillé de telle sorte que l'approvisionnement soit pérenne sur les 3 ans. Et c'est ce qui nous a amené justement, quand on a fait l'évaluation en fin d'année 2022, nous étions à 90% de disponibilité sur toute l'étendue du territoire national en médicaments essentiels génériques. Et ça, c'est la première fois. Toute l'étendue du territoire parce national. que vous avez des si vous permettez, vous avez des contrées très reculées, inaccessibles, complètement enclavées. Comment vous faites pour faire parvenir des médicaments? Parce que le besoin, il est parfois pressant dans ces contrées-là. Ok, merci bien, Madame Hiro. Je vais décrire un peu le circuit d'approvisionnement, comment ça se passe. Au fait, la pharmacie centrale de Guinée est décentralisée. Nous avons à date vous avez combien de magasins de relais? 6 agences régionales. On a une agence à Bokeh, une agence à Farana, une agence à Labé, une agence à Zérekoré, l'agence de Guinée maritime qui est au niveau central dessert Conakry et Kindia. Donc, ces agences ont en charge de rendre disponibles les médicaments jusqu'au dernier kilomètre. Et ça, c'est extrêmement important. Le dernier kilomètre, c'est jusqu'au centre de santé. Alors, le processus d'approvisionnement, c'est comme ça se passe. Les postes de santé font leurs commandes, ils remontent ces commandes-là au niveau du centre de santé. Le chef de centre fait une compilation de ces commandes et envoie sa commande au niveau régional. Le niveau régional, donc l'agence régionale, et l'agence régionale de la pharmacie centrale compile ces commandes et fait une livraison groupée au niveau de tous les centres de santé. Et maintenant, les postes de santé viennent chercher leurs commandes au niveau des centres de santé. C'est comme ça le circuit d'approvisionnement. D'accord. Et ça alors, marche. est-ce que vous n'avez pas, en parlant parce que c'est ça en fait le point faible, on l'a toujours dit, de la PCG, c'était l'approvisionnement et l'accès. L'accès, vous partez aujourd'hui dans les zones, puisqu'on a interdit dans le secteur privé la vente des produits dans les officines, ce qui veut dire que la demande à votre niveau risque d'être assez importante. Est-ce qu'à date, vous arrivez à combler ce vide-là? Puisque parmi vos faiblesses, j'ai un document ici, on dit faiblesse de capacité d'approvisionnement de la PCG, mais aussi d'accès. Est-ce qu'à date, vous êtes arrivé à inverser la tendance? C'est la première question. La deuxième, il y a cette concurrence peut-être déloyale. Vous n'avez pas le sentiment que le département censé favoriser votre développement vous torpille, parce que le département lui-même, il part faire des commandes avec des entités que d'autres pays ont créées, il aurait pu passer par vous. Est-ce que cela ne vous affaiblit pas un peu? D'accord, merci M. Djiba. Je commence par la première question liée à la question d'accessibilité du médicament. Alors, ce qu'on a fait aujourd'hui, comme je le disais, c'est décentraliser et faire en sorte qu'au niveau régional, qu'il ne manque pas de produits de santé. Et je voudrais aussi relever que l'État guinéen a décidé, en collaboration avec l'appui des partenaires techniques et financiers, de prendre en charge certaines pathologies, notamment le paludisme, la tuberculose, le VIH, les maladies tropicales négligées, que la pharmacie centrale de Guinée se charge de rendre disponible de façon trimestrielle sur toute l'étendue du territoire, et ça gratuitement.
Et comme vous le savez, le paludisme, c'est le premier motif de consultation à chose. L'État s'est chargé de payer avec ses partenaires et de distribuer gratuitement. Donc, en réalité, il faut qu'on s'attarde un peu là-dessus. Parce que ce matin, vous allez dire des choses de manière très claire à la population. Moi qui suis malade, je me rends dans un établissement sanitaire, on me diagnostique le paludisme. Donc vous dites, on doit me prendre en charge gratuitement en termes de produits pharmaceutiques. C'est ce que vous nous dites ce matin parce que l'État prend en charge. Non, en fait, sur les lignes du palu, de la tuberculose, du VIH, des maladies tropicales négligées, les produits sont gratuits. Non, je le sais pour les ARV, je sais qu'on n'achète pas les maladies pour la tuberculose, d'accord. Mais je sais que pour le paludisme, on continue encore, en tout cas pour la plupart, à acheter des produits pour ça. Comment ça se fait? Je prends par exemple un exemple. Peut-être que dans les structures de santé publique, vous allez me dire qu'on est obligé de vous donner gratuitement, mais quelqu'un qui va en clinique et à qui on prescrit ce médicament, comment il fait pour accéder à ce médicament-là? Gratuitement. Comme je l'ai dit tantôt, ces médicaments sont gratuits. Maintenant, il revient aux organes de régulation et de contrôle de veiller à ce que ça se passe bien. Nous avons par exemple la Direction nationale de la pharmacie et du médicament. Nous avons l'inspection générale de la santé et ces organes de contrôle ont pour charge, n'est-ce pas, de veiller à ce que cette gratuité soit appliquée au niveau, à tous les niveaux. C'est le cas à certains endroits. Mais est-ce que les médicaments, est-ce que les médicaments sont effectivement disponibles dans ces structures-là? Vous qui disponibilisez ces médicaments, vous qui disponibilisez les médicaments, vous dites que c'est gratuit. Est-ce que vous avez un moyen derrière de contrôle de ce qu'on fait, de ce que vous avez mis à la disposition pour la population? Alors, je pense que le moyen de contrôle ne relève pas de nos attributions, je l'ai dit tantôt. Nous, on se charge donc de la mise à disposition, de stocker et de distribuer sur la base d'un plan de répartition bien connu dans ces structures sanitaires du pays. Et les rapports sont remontés au programme en charge et une analyse est faite derrière. Qui remonte le rapport? Qui remonte le rapport et à quel programme? Non, au fait, quand vous prenez... Parce que qui dit rapport, c'est qu'il y a moyen de contrôle. Et qui dit programme, c'est qu'il y a forcément une structure au-dessus à qui on rend compte. C'est pas vous, c'est quel programme? Bien entendu, quand vous prenez le PALU, il y a un programme, le programme national de lutte contre le PALU. Et qui remonte le rapport le programme national de lutte contre le VIH, ainsi de suite. Alors, ces programmes ont des points focaux dans les régions et qui rapportent, n'est-ce pas, l'utilisation faite de ces données. Mais docteur, moi j'ai un problème à ce niveau-là. Il y a la question de Guiba qui n'a pas été posée. Monsieur le directeur, je parlais du ministère de la Santé, mais je vous ai éludé la question. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, par rapport à tout ça, que vous êtes torpillé par ce département en principe qui doit vous aider dans votre développement? C'est le cas du GDMC. Le ministère lui-même, il s'approvisionne, il commande, alors que vous, on vous a créé pour ça. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment-là aujourd'hui? Bon, M. Duba dit que torpiller, ça serait trop dit. Alors, on est, comme je le disais, le contrat programme est clair là-dessus. Le contrat programme est clair là-dessus. L'acquisition des produits de santé au compte de l'État, c'est la centrale d'achat. Maintenant, depuis 2021, nous sommes en train de nous battre pour que nous soyons mis dans notre attribution. Alors, ce qu'il faut saluer, c'est qu'il y a une évolution. Ce n'est pas encore le cas. J'en viens. Il y a une évolution quand même depuis l'avènement du 5 septembre. Les autorités au haut niveau ont demandé à ce que la centrale soit mise dans ses attributions. Mais pourquoi votre département de tutelle est resté des vœux pieux? On se rappelle, vous vous souvenez de ces vaccins, ces vaccins périmés récemment qu'on allait commander du côté de l'Inde. Si on vous avait consulté... D'abord sur la question de Guiba, pourquoi le département de tutelle lui-même irait s'approvisionner ailleurs? Et continue d'acheter les médicaments au lieu de les prendre chez vous. Pourquoi? Bon, je pense qu'on est en train de corriger cela.
parce que d'ailleurs, on est en train de corriger en juste quelques semaines, un mois pratiquement, le ministère était dans cette même logique d'achat avec d'autres entités. Si vous dites, est-ce que vous n'avez pas aujourd'hui ce sentiment que tout est fait, il y a une mafia qui est pourquoi on n'achète pas avec vous? Oui, au fait, on est en train de déconstruire le système, au fait. Et avec, donc le système reste enraciné, c'est ça? On est en train de déconstruire le système. Il y a eu des avancées, comme je le disais tantôt. En 2022, nous avons quand même réussi à faire quelques marchés, notamment le marché des moustiquaires. Certainement, vous avez appris. Le marché du CNTS, Centre National de Transfusion Sanguine, quelques intrants nutritionnels. Alors, c'est une avancée et c'est la première fois. Alors, mais est-ce que vous rassurez ce matin que tout ce que l'État veut acheter peut se trouver avec la pharmacie centrale? Parce que c'est ça aussi la question. Est-ce que vous avez les capacités nécessaires pour répondre aux besoins, à tous les besoins de l'État en termes de médicaments et d'équipements sanitaires? Alors, Monsieur Jacques, c'est justement l'argument. Il suffit de libérer les capitaux. L'argument qui a toujours été brandi, c'est pour dire que la pharmacie centrale de Guinée n'a pas de capacité. Moi, je pense que ça ne tient pas, parce que quand on a eu le marché des moustiquaires, alors l'acquisition de ces moustiquaires a été une satisfaction totale. Les partenaires ont apprécié parce que c'était la première fois que l'État s'engage à payer sa contrepartie par rapport aux moustiquaires. 1 million de moustiquaires imprégnés d'insecticides a été acquis avec, à l'actif de la pharmacie centrale de Guinée. Ce n'est jamais fait. Nous avons démontré nos preuves qu'on peut. Et les partenaires, ils sont satisfaits à date. Ces moustiquaires sont aujourd'hui là stockés, qui rentrent dans la distribution de routine pour justement, dans le cadre de la prévention contre le palu. Nous avons fait le marché des J'espère qu'elles ne vont pas disparaître comme certains. Alors, donc, ça prouve à suffisance que aujourd'hui, la centrale d'achat, dans la mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale, elle est l'outil de mise en œuvre. D'accord. On sait que tout récemment, le département a acheté récemment l'achat de vaccins anti-Covid, Sputnik, sur la base d'un financement extérieur à hauteur de 5 millions de dollars, alors que la date de péremption de ces vaccins était presque arrivée. Est-ce que vous étiez au bain de ça? Si oui, qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Alors, bon, il faut dire que l'achat de ces vaccins s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Et c'est dans cette perspective que le département a pris sur lui la charge d'acquérir ces vaccins. Est-ce que vous avez été consulté? C'est ça la question. Des vaccins dont la date de péremption est proche. Était arrivée presque. Oui, nous sommes occupés de recevoir ces vaccins et de remettre à qui de droit l'ANSS. C'est le rôle qu'on a joué dans ce truc. Mais la première consultation qui a été faite ou qui devait être fait, c'est l'ANSS. Parce que c'est lui le bénéficiaire, c'est lui qui connaissait à date quels étaient les besoins réels du pays. Donc je pense que cette évaluation, je ne sais pas trop si elle a été faite, mais nous, en amont, on n'a pas été associés à l'acquisition de ces vaccins. Voilà. Comment ça devrait se faire? L'ANSS exprimait le besoin et elle adressait le besoin à qui? À la pharmacie centrale ou au département? Non, au fait, tous les programmes, toutes les institutions de la santé expriment les besoins et adressent ces besoins au département et au département maintenant de nous saisir pour l'acquisition. Mais ça n'a pas été fait de cette manière-là. Alors cette fois-ci, je le disais tantôt, le département a pris sur lui la charge de rendre disponible. D'acheter et puis de vous envoyer. Voilà. Alors, moi, je vous ai beaucoup écouté. J'ai quand même une série de questions, docteur, si vous me permettez. Mara. Oui. Ma première inquiétude, c'est au niveau même des agents qui manipulent les médicaments. La loi sur la pharmacie en Guinée est assez claire. Ne peut manipuler quand même le médicament que le pharmacien
formés et de profession d'ailleurs. Alors, est-ce que, parce qu'il faut voir les postes de santé, les centres de santé, je dirais même certains hôpitaux, on voit parfois des médecins ou des gens qui n'ont pas forcément la qualification, qui manipulent les médicaments. Est-ce que ce sont des agents de la pharmacie centrale de Guinée qui sont à ces postes-là? Comment ça se passe? Ou bien vous, puisque vous êtes un prestataire, j'ai envie de dire, vous mettez simplement à disposition les médicaments et à l'État de se débrouiller avec ses propres effectifs pour manipuler ces médicaments-là. Parce que pour moi, il y va de la sûreté même et de la sécurité des consommateurs de ces médicaments. Est-ce que ce sont vos agents qui les manipulent dans les centres, dans les structures de santé? Ok, alors merci. Et il faut dire que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est décentralisé jusqu'au poste de santé. Alors la question de la gestion des médicaments par les professionnels au niveau déconcentré pose aujourd'hui problème. Je pense qu'il y a un travail qui est fait et le ministre, son Excellence Dr Mamadou Pete Diallo, vient de signer plus de 100 agréments pour justement corriger ce fait. Parce qu'il se trouve, malheureusement, c'est une réalité, qu'il y a des structures où il n'y a pas de pharmacien. Et cela pose problème parce que le médicament ne peut pas être manipulé par des non-professionnels. Ça cause problème. Mais comme je le disais tantôt, les dispositions sont en train d'être prises. Il y a 100 agréments, plus de 100 agréments qui sont signés à date. Oui, mais ces agréments, c'est pour qui? Des jeunes pharmaciens. Ça, c'est pour les privés, non? J'en viens. Qui vont aller à l'intérieur du pays pour pouvoir s'installer, faire en sorte que le médicament soit disponible. Mais ça, c'est au niveau des privés. Au niveau des hôpitaux, je viens. Au niveau des hôpitaux, également, il y a un travail qui est en train d'être fait par la direction de la pharmacie et du médicament. Tout à l'heure, je disais, c'est cette direction qui est en charge de régulation et de coordination de tout ce qui est activité pharmaceutique. Ce travail est en train aussi d'être fait. Il y a une liste déjà en attente de pharmaciens professionnels hospitaliers pour leur déploiement. Parce que nous apprenons que ce sont des agents techniques de santé qui manipulent dans les centres de santé et les postes de santé. Et les postes de santé qui manipulent les produits en place des pharmaciens qualifiés. Ouais. C'est ce qui est grave. On me dit même, un médecin qui dit, dans la région de Zéry-Koré, sur 6 hôpitaux préfectoraux, il n'y a que 2 pharmaciens qualifiés. Les 4 autres ne sont que des agents de santé technique. Donc, bon, voilà. Ça c'est au département que nous devrons poser. Mais nous y travaillons, et parce que nous, on est en charge de rendre disponible. Il faut qu'on s'assure aussi que les médicaments que nous rendrons dans ces structures-là sont gérés à bon échelle. Il y a quand même, il y a quand même cette information que cet auditeur qui nous écrit, dites à M. Sagno qu'à l'heure actuelle où vous parlez, l'hôpital Adjadjene Kaba de Kaporo revend tous les médicaments du paludisme. J'ai 3 enfants qui ont le palud, qui sont malades. Alors que vous dites que les produits contre le palud doivent être gratuits. Oui, je ne peux pas confirmer ou infirmer cette information. Si c'est avéré, qu'elle envoie les preuves et je pense que les sanctions vont oui, mais docteur, nous-mêmes, nous fréquentons les CMC. C'est vrai que les prix, notamment des antipaludéens pour des enfants de 0 à 5 ans, sont disponibles. C'est vrai, à des coûts très bas, mais il y a quand même un coût. Il y a quand même un coût, Mais lui, il dit qu'il ne devrait pas y avoir de gratuit. Ça devait être gratuit. Ça doit être, ou ça devait être? Ça doit être gratuit. J'insiste, ça doit être gratuit. Les antipaludéens, pour les enfants de 0 à 5 ans. Pas que les antipaludéens. Parce que, au fait, c'est pour les enfants ou c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde. Madame Hiro, c'est pour tout le monde. Oui. C'est pour tout le monde. C'est que ça va chauffer dans les... Alors, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, mais quand vous êtes... Ça, c'est vraiment ce qui se doit. Et c'est pourquoi, justement, les autorités au haut niveau déploient beaucoup d'efforts parce que le problème de la santé de la population est aujourd'hui au cœur des priorités du gouvernement. L'autre question que moi je me pose, docteur, l'autre question que je me pose, peut-être que vous n'êtes pas le bon interlocuteur, mais je vais quand même la poser. Et elle m'est apparue lorsque nous avons géré le dossier Palutech, vous vous souvenez. Nous découvrons que l'État, à l'époque, on menait une enquête, nous découvrons
Simplement que dans ces passations de marché que l'État est en train de faire à travers le ministère de la Santé, au lieu simplement, il suffirait notamment à l'État de payer ses parts, de les dégager complètement au sein de la PCG, pour que la PCG puisse avoir la capacité de s'approvisionner suffisamment. Mais l'État saute sa propre structure, sa propre centrale d'achat, établie à travers un accord quand même, un programme, un contrat-programme qui est connu. L'État les bypass et s'en va vers des privés qui les facturent plus cher. Après, dans le cas de Palutech, je me suis demandé, mais pourquoi on ne procéderait pas ainsi? À chaque fois, vous exprimez le besoin auprès de la PCG se débrouille, soit elle s'en va acheter elle-même directement chez le fabricant, par exemple en Inde, en Chine ou tout ce que vous voulez, plutôt que de passer par des tiers. Parce que à ce prix-là, les médicaments nous reviendraient beaucoup plus cher. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites vous-même pour que l'État comprenne qu'il est plus salutaire pour nos finances publiques qu'il commande directement chez vous en dégageant les moyens plutôt que de passer par ce process avec les privés, ce qui va alourdir les choses parce que il faut aussi le préciser, généralement l'État le fait ainsi parce que généralement il ne décaisse pas les fonds tout de suite. Il y a un délai qui est très long et vous n'allez pas forcément vers les banques pour vous endetter. Qu'est-ce que vous faites de votre côté pour que l'État arrête de commander même les seringues chez les privés, mais qu'il les commande chez vous? Alors, donc, ça revient à la question toujours de coût. Je disais tantôt qu'on a fait un travail en amont qui consistait à faire un appel d'offres pour recueillir les fournisseurs qui sont dans la dynamique donc, de nous fournir ces produits et à moindre coût. C'est ce qui fait. Aujourd'hui, nous avons dans nos bases de données une liste de fournisseurs aujourd'hui et qui nous permettent d'avoir ces produits à moindre coût. Je vous donne juste un exemple. Quand on a ouvert aux structures privées, allez-y aujourd'hui, dans n'importe quelle pharmacie aujourd'hui, demandez aux pharmaciens qui sont là, vous voulez juste un paracétamol provenant de la PCG. Mais nos paracétamol coûtent à 1000 francs. Il y en a à 1500 à peine. La plaquette, oui. Mais c'est extraordinaire. Dans les pharmacies? Dans les pharmacies. Les plaquettes, pas le Panadol et autres, les spécialités. Je dis bien, je précise, des génériques provenant de la pharmacie centrale de Guinée. Alors, je lance un défi à vous n'en aurez pas à 1500 dans une pharmacie? Non, à 1000 francs. À 1000 francs. Les génériques. Le paracétamol de 10 comprimés. Mais alors, ce que je ne comprends pas, les privés, mais dans ce cas-là, pourquoi les privés préféreraient nous vendre? Vous voulez du paracétamol, vous dites que vous voulez du paracétamol, pourquoi on préférerait nous vendre, par exemple, le Panadol qui va me coûter 25 fois plus cher, alors qu'il y a le générique? Parce que tu payes plus cher. Au fait, justement, je vais vous élucider cela. Regardez, allez dans une pharmacie, demandez du Doliprane 1000 mg. Le Doliprane 1000 mg contient 8 comprimés. Vous voyez tout ce qui est conditionnement extérieur, c'est bien embelli, mais l'industriel, il facture ça. Alors que dans le tube, il n'y a que 8 comprimés. Alors, le patient qui vient... Le patient qui vient, le pharmacien lui dit, écoutez, vous voulez Doliprane, vous n'avez pas les moyens, Doliprane coûte 25 000. On a le même produit qui fait le même travail, c'est-à-dire qui a la même activité thérapeutique, qui est le paracétamol de même qualité. À la pharmacie, on ne vous le dira jamais. S'il vous plaît. Qui a la même qualité, qui est à 1000 francs. Mais le problème, c'est que c'est comme si on était un peu... vous nous embrouillez, vous les pharmaciens, parce que là, c'est même pas l'État, là, c'est les pharmaciens. C'est comme si... Aussi, le problème en Guinée, tout ce qui est moins cher, on dit que c'est pas de la qualité. Les gens n'y croient pas. Voilà, on n'y croit pas. Et le patient vient, il te dit, moi, je veux paracétamol français. Le paracétamol français, on va te dire 5000 francs. Alors qu'il y a le paracétamol IDA, qui est à peine à 1000 francs, qui est très efficace, fourni par la pharmacie centrale de Guinée. D'autres produits, les amoxicillines, est-ce que vous ne devez pas faire justement une campagne de sensibilisation autour des produits? Justement, Madame Yero, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a un département commercial qui est en train de faire un travail au niveau de ces privés-là pour recueillir tous les besoins de ces structures privées
pour disponibiliser ces produits-là même auprès au des niveau populations. des pharmacies privées. Mais s'ils n'ont pas assez de marge, ils continuent de proposer toujours ces spécialités qui nous arrivent d'ailleurs. Est-ce que finalement la campagne ne devrait pas cibler plutôt la population pour qu'elle comprenne? Parce que nous-mêmes, nous découvrons avec vous que ces génériques sont de même qualité que les spécialités et sont disponibles. Mais même nous, on se pose souvent des questions. Moi, je vous dis la vérité. Je connais le pharmaceutique, le paracétamol, par exemple, Ida. Mais mon réflexe quand je suis en pharmacie, c'est de demander du Panadol, de demander du Doliprane. C'est honnêtement, qui me coûte 25 fois plus cher. Non, mais est-ce que la campagne ne devrait pas plutôt cibler les populations que nous sommes? D'accord, je crois que ce travail doit se faire à tous les niveaux. Hein. Nous, on prend bonne note. On va, dans un premier temps, on a décidé d'abord mettre à la disposition de ces pharmacies-là ces médicaments. Dans un second temps, nous allons donc développer une stratégie de sensibilisation pour faire comprendre à la population, aux patients, que les médicaments génériques essentiels, le médicament essentiel générique a la même activité thérapeutique que la spécialité. Et c'est effectivement là, moi, mon problème s'est situé. Parce que le plus souvent, quand on parle de médicaments essentiels génériques, on a l'impression qu'il y manque quelque chose. Pour aller au vrai médicament. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez nous dire que le médicament essentiel générique est un bon médicament aussi, complet? Au fait, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est... Pourquoi il est moins cher si c'est de même qualité? Est-ce que c'est parce que c'est subventionné ou bien c'est quoi la raison, docteur? Regardez, pourquoi c'est moins cher? Je donnais l'exemple du Doliprane. Oui. Vous voyez le conditionnement, d'accord? Une boîte de 8 comprimés, à peine vous finissez une boîte, on vous dit, bon, il faut prendre une seconde boîte. Alors que cette boîte à 25 000, vous avez des conditionnements de produits génériques qui sont dans la boîte 10 fois 100. C'est-à-dire que vous avez 100 plaquettes de 10 comprimés dans une boîte qui est vendue à peine à 20 000. Et vous venez, on vous dit, bon, c'est la même chose, c'est la même efficacité, c'est la même activité thérapeutique, ça vous soigne, prenez ça. Mais le problème, c'est la confiance et malheureusement que le patient a de son professionnel en face. Dernière et nous y travaillons. Voilà, et je voulais d'abord demander aujourd'hui quels sont vos liens avec les grossistes qui sont dans le privé, quels sont vos liens, parce que le nombre quand même a été revu à la baisse. Il y en a quelques-uns aujourd'hui qui approvisionnent. Quels sont vos liens avec eux? Et le projet de Manéa, je pense que la construction de votre dépôt, à date, où en sommes-nous? Ok, nos liens avec nos collègues fournisseurs du pays, nous tissons de très bonnes relations et une relation de coopération. Parce qu'avant tout, nous travaillons tous pour le pays, mais chacun reste dans son domaine bien défini et les objectifs assignés à chacun, nous, en tant que centrale d'achat, nous essayons de faire en sorte que les objectifs assignés à la centrale soient atteints. Parce que, comme je le disais, nous avons réussi à rendre disponible 90% les médicaments sur toute l'étendue du territoire. Quand vous allez aujourd'hui dans nos magasins, tous nos magasins sont remplis. Nous étions dans l'obligation de faire des locations de magasins. Au niveau central, par exemple, on a plus de 4 magasins remplis que nous louons par le truc. Donc, l'autre problème, c'est la question d'espace de stockage. Alors, systématiquement, c'est à ça que nous sommes en train de nous atteler. Vous vous souvenez, en 2022, nous avons fait un entrepôt à Bouquet de plus de 1000 mètres carrés avec toutes les commodités, la construction de l'habitation également du chef d'agence, la rénovation de l'entrepôt qui avait pris feu. Nous avons réussi ça. Et cette année, les perspectives sont très bonnes. Bien. Parce que pour terminer, Roby. Oui, malheureusement... oui, justement, je voulais en venir. Au fait, c'est une petite logique. On est pris par le temps. Allez-y rapidement, docteur. Le dépôt de Manéa, c'est un dépôt multi-bailleur. L'État a décidé de financer. Les partenaires techniques, notamment Gavi et l'USAID, le Fonds mondial, ont décidé de contribuer à la construction de cet entrepôt moderne.
qui est évalué à plus de 10 millions de dollars. Ça va être l'entrepôt le plus moderne. On est à quel niveau? Non, nous avons fait la pose de la première pierre il y a 3 semaines. L'entreprise a été recrutée. Pour combien de temps? Période d'exécution? Pour 1 an. Sauf que sous Alpha Condé, 17 milliards avaient été débloqués pour le même. Oui. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Mais bien. Je pense que cette fois-ci. Non, mais je voulais juste poser cette question très rapidement, Mme Miro, parce qu'il a accentué sa communication sur les médicaments génériques. Parce que la définition de médicaments génériques, si je ne me trompe pas, ce sont des médicaments à prix bas, emballage simple et sans publicité. Par exemple, le paracétamol, tout le monde connaît le paracétamol, ça en achète. Est-ce que la PCG aujourd'hui n'accentue pas sa communication sur le générique parce que tout simplement ce sont des médicaments connus de tout le monde et accessibles à tout le monde? Non. Est-ce que vous ne vous basez pas sur ça pour baisser les prix? Parce que ce n'est pas tous vos médicaments qui ont ce prix-là. Non, loin de là, nous sommes une centrale d'achat. Notre rôle, c'est de faire en sorte que la population lambda qui est à Yomou là-bas ou qui est à Balaki là-bas puisse accéder aux médicaments. Bien. Alors, en tant que centrale d'achat, il nous revient donc de tout mettre en œuvre pour que le médicament arrive au bon endroit, au bon moment et au bon coût. Docteur, c'est ce qu'on est en train de faire. Labila Sagno, directeur général de la pharmacie centrale de Guinée, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bien, dans un instant, on passe à cette rubrique. Le mur du jour avec CJ qui nous a rejoint. Rebonjour CJ. Bonjour tout le monde. Alors, le mur et puis les sondages. Oui, alors je commençais par les sondages. La question était, avez-vous été convaincu par Dr Labila Sagno? Sur Facebook, la réponse est non à 46% et oui à 35% et 19% d'indécis. On a posé la même question sur YouTube, avez-vous été convaincu? La réponse est oui à 41%, non 38%, 22% d'indécis. Donc voilà, selon Facebook ou YouTube, vous avez convaincu les gens ou pas. Et ensuite, sur Facebook, on a posé une autre question. Lequel parmi les chroniqueurs s'est bien démarqué aujourd'hui? Et la réponse, c'est une égalité pour Mohamed Mara, 39%, et Roby Sarah, 39% aussi. Voilà, lequel des chroniqueurs s'est démarqué aujourd'hui. Et la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur? Pas de mur aujourd'hui. Bah, on s'applaudit demain. Vous savez pourquoi il n'y a pas de mur? Parce qu'on a été dans un sujet de santé qui intéresse tout le monde et on a été vraiment à fond là-dedans. Les gens ont aimé ça. C'est ça. La question de santé sanitaire doit être une question prioritaire pour l'État. Et il faut revenir là-dessus jusqu'à ce que ça marche. Merci à tout le monde. Merci Sidji. Merci beaucoup. On se reprend demain. Merci à vous tous. À l'international, Amadoussa a réalisé, j'allais dire, les sons ici à la radio. Merci à toute l'équipe de la régie, Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé. Ils sont nombreux là-bas. C'est un plaisir de vous servir. On vous retrouve demain avec un autre numéro, toujours avec le même plaisir.